Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et qui dit nouvel épisode dit encore une fois là, notre segment ou nos segments classiques en fait qu'on va maintenir là, au son de la cloche et dans vos poches. On va probablement vous faire avec les restrictions là, locales qui s'améliorent un peu. On va peut-être pouvoir effectivement avoir un collaborateur là, qu'on aime tant, peut-être JB, peut-être Thomas, effectivement, là, pour un épisode, vu que ça fait quand même quelques temps là, qu'on fait des épisodes uniquement à deux, puis je sais que vous appréciez parfois avoir les savoirs et les connaissances de nos bons amis, fait qu'on vous tient au courant pour ça. Mais effectivement, cette semaine, je vais laisser Gab entamer avec le disclaimer avant de partir, là, comme on a dit, sur un épisode un peu conventionnel. Bon, même si ce sera moins pertinent en fait au vu de ce qu'on va parler aujourd'hui, mais je préfère toujours le rappeler évidemment, tout ce qu'on parle dans le podcast, il s'agit que de notre opinion personnelle, il s'agit en aucun cas d'une recommandation officielle de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert si vous avez des questions en rapport avec votre situation personnelle. Quiconque en fait est autorisé aussi à pouvoir vous émettre officiellement des recommandations de placement, évidemment selon la loi là. Exact. Donc, commençons ça en force avec notre premier segment, au son de la cloche. Parfait. Donc, cette semaine, on fait encore une fois, depuis quelques épisodes, qu'on fait des segments là, qui sont un peu corrélés avec des épisodes passés. On vous avait parlé là, des REITs la semaine passée. Et on va peut-être poursuivre un peu dans cette veine-là là, en parlant d'un segment là, des actifs immobiliers qui ne se portent pas très bien. On va parler des centres commerciaux, la chute des centres commerciaux et plus généralement même la chute du commerce du détail là, présentement. On sait qu'on est on l'espère, là, les derniers sauts de la pandémie, mais on voit qu'il y a quand même un impact majeur sur la vente de détail là, physique. Et on va parler là, de deux cas. Un cas que Gab aime bien, là, qui est très une petite compagnie patrimoniale là, qu'on aimait bien au Canada à l'époque, qui était Sears, qu'on va vous parler un peu aujourd'hui, et également d'un géant américain qui a également frappé un mur en arrivant au Canada, qui est le fameux Target. Donc très axé sur les grandes chaînes du commerce de détail nord-américain avec leur expérience au Canada, mais aussi, comme on l'a dit, plus largement parler un peu de ce déclin-là, là, qui, encore une fois, on va en parler certainement, là, mais vient de l'avènement énorme du commerce en ligne et également là, de certains géants du commerce du détail qui se portent toujours très bien. On le nommera à un certain point dans le prochain épisode. Dans l'épisode en cours. Oui, c'est surtout que faut être franc aussi, l'idée d'aujourd'hui va pas être de dézinguer le commerce de détail parce que quand même il a sa pertinence, puis je dirais il reste entre guillemets toujours largement supérieur au commerce en ligne. C'est vrai que le comportement des consommateurs vise à changer, puis je pense que la pandémie a été entre guillemets vraiment un accélérateur, un coup de fouet supplémentaire dans la dématérialisation en fait du commerce en fait. Donc à l'avènement effectivement de la livraison, de la commande pour emporter, etc. Du drive, je sais que c'est quelque chose qui est assez populaire en Europe. Faut avouer que le commerce de détail, il connaît un déclin beaucoup plus marqué aussi dans certains territoires. Je sais qu'en Europe, il est plus stagnant. On voit quand même, il y a des très grandes chaînes. On avait parlé tu te souviens, JP, là, il y a quelques mois maintenant, là, de Carrefour, Oui. qui est notre fleuron français, on va dire ça comme ça, du commerce de détail. Mais il y a aussi les grandes chaînes, Leclerc, Auchan, effectivement. Souvent, d'ailleurs, les chaînes françaises sont honnêtement assez puissantes. Aldi, par exemple, en Allemagne, etc. Donc ça reste des forces importantes. En Europe, il est plus stagnant parce que c'est un marché, comment dire, mature. Aux États-Unis, je pense qu'on est passé entre guillemets cette vague-là et on commence à approcher en fait de la phase de déclin en fait. Ouais. Même si commerce de détail est très large. Il y a aussi du commerce entre guillemets essentiel, donc par exemple le supermarché, etc. Et le commerce plus discrétionnaire, donc on va dire plus par exemple par exemple on avait parlé par exemple de GameStop, plus des achats supplémentaires qui pourraient pour le coup être beaucoup plus facilement être achetés en ligne. Exactement, puis tu l'as bien dit, c'est pas le fait que le commerce du détail va disparaître, tu l'as très bien dit, là, mais c'est le fait effectivement que la pandémie, et même sans pandémie, je crois qu'il y avait quand même une évolution qui se passait dans la structure d'affaires, dans le business model des compagnies qui étaient là-dedans, parce que à l'époque, et on va en parler avec Sears Canada, là, il y en avait tellement de ces magasins-là, le modèle d'affaires était basé sur avoir tellement de points de service, les fameuses grandes surfaces nord-américaines, là, qu'on peut avoir tout sur le même plancher, ça a l'air d'un entrepôt, c'est énorme, mais il y en avait partout, donc
Tu sais, on parlait un peu de la logique immobilière, mais le coût de louer ou d'acheter ce genre de propriété-là et de mettre ça, tu sais, je viens d'une plus petite ville au Québec et puis on avait quand même, je crois, 2 ou 3 Walmart, on avait 2 Target, c'est absolument épouvantable pour une ville de quelques centaines de milliers d'habitants. Il y avait tellement de points de service pour un modèle de dire qu'il faut que les personnes puissent se déplacer rapidement. Il faut qu'en 10-15 minutes là, de transport en commun ou en automobile, quelqu'un soit capable de se rendre dans un commerce de détail ou un commerce très large. Maintenant, c'est plus du tout ça, et ces compagnies-là, encore une fois, ne peuvent pas maintenir leur gamme énorme de points de service parce que c'est beaucoup trop coûteux. Et on sait, tu l'as bien mentionné également, il y a l'avènement dans le commerce de détail, le virage vers le numérique. C'est pas le fait d'avoir tout en ligne. Quelqu'un peut juste faire une commande puis se faire livrer cette semaine, la semaine prochaine, il retourne en magasin, il n'y a aucun problème là-dedans. Mais ça coûte quelque chose de mettre ces interfaces-là. C'est le fait de développer pour des compagnies comme Sears, pour Target, pour Carrefour, pour Walmart, des plateformes en ligne qui sont stables, qui sont sécurisées, qui ont des systèmes de paiement qui fonctionnent en partenariat la avec logistique aussi. Exactement, il y a des coûts énormes par rapport au bon vieux modèle de dire, OK, ben on loue ça, on met des étalages un peu partout, on fait notre chaîne logistique et puis tout fonctionne. Le coût de l'aspect en ligne implique des investissements majeurs et donc c'est là qu'on voit une grande transformation et comme tu as dit, pas une disparition, une transformation du commerce de détail, mais malheureusement, la fermeture et la faillite de certains commerces qui étaient des grandes puissances de l'époque, dont on l'a mentionné, je ne sais pas si tu veux peut-être l'introduire même, là, mais Sears Canada, qui a eu un déclin là, vraiment drastique, et même Sears at large, parce qu'on sait que ça se continue présentement. On voulait vous en parler justement par le fait qu'il y a encore des annonces aux États-Unis de fermeture qui sont très récentes. Là. Sears, c'est vraiment la compagnie américaine par excellence qui était... vraiment la chaîne du baby boomer, hein, ou d'après-guerre, si vous voulez, absolument. Où on est allé toujours. Nous, en France, on a eu notre fleuron, c'était Carrefour à l'époque, qui a vraiment développé le modèle de l'hypermarché, par exemple en Europe. Sears, c'est l'équivalent américain, là, comme Walmart. Si vous êtes déjà venu aux États-Unis, là, c'est vrai que c'est souvent impressionnant d'ailleurs pour nos compatriotes. En France, là, quand ils viennent, ils disent « Waouh, c'est énorme, etc. » Il y a tout. Effectivement, c'est un espèce de carrefour avec effectivement beaucoup plus de produits, genre des vêtements, etc. Évidemment, à des prix assez défiant toute concurrence. Là. Donc, c'est quand même un hyper un peu cheap, là, on va dire ça comme ça. Et Sears, c'était vraiment basé sur ce modèle-là. C'est vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est proposer de la nourriture rapide, en fait. Donc, pas souvent des produits surgelés, souvent ce genre de trucs. On va être franc, la clientèle américaine, c'est ce qu'elle consomme aussi majoritairement. Là, des vêtements, des produits d'entretien ménager, c'est bête, hein, mais tout ce qui est jardinage, produits un peu comme des produits de bricolage de première main. Mais Sears, tu vois, c'est un peu ça, puis c'est peut-être un peu la partie problématique du modèle de Sears, c'est que par rapport à des Walmart de ce monde, etc., qui sont centrés, qui sont pas experts dans rien, mais qui ont tout, littéralement, Sears avait un peu de tout, mais se centralisait vraiment beaucoup sur, justement, tu l'as dit, les vêtements, et également tout ce qui est électroménager. Ah oui. Donc c'était deux grandes forces de Sears, deux éléments qui le mettaient de l'avant beaucoup, mais que, tu sais, comme je dis, il y avait un peu de tout, oui, mais c'était vraiment centré là-dessus, puis le déclin de Sears, oui, venait avec la concurrence, etc., ça c'est des classiques, mais aussi du fait de dire, c'était deux pôles que c'est pas corrélé, de faire des électroménagers d'un côté avec l'aspect GOL des électroménagers, puis de l'autre côté faire dans le vêtement, c'était un peu dur de se démarquer d'un côté comme de l'autre parce qu'il y avait des très grandes chaînes qui font juste du vêtement, là, on en nommera des Zara de ce monde, etc. Et dans les électroménagers, c'est pas ça qui manque non plus, il y a de très bonnes compagnies qui se centralisent là-dessus, donc Sears était dans deux trucs complètement distincts, qui étaient leurs deux éléments clés. Et ils vendaient un petit peu des affaires par-ci par-là pour compétitionner Walmart. Ils vendaient aussi, je sais que par exemple, très populaire aux États-Unis, tout ce qui est trucs d'auto, là, les pièces d'entretien pour les voitures, là, etc. Là, donc, les changements d'huile rapidement, là, les vidanges sur le shot. C'est vrai que ça faisait partie des business models de Sears. Et je dois avouer, Sears n'était bon nulle part, en fait. C'est ça que je trouve qu'a été un peu l'un des premiers, entre guillemets, facteurs, entre guillemets, de déclenchement. Il faut se rendre compte qu'aux États-Unis aussi, encore une fois, si vous venez ici ou au Canada, souvent, Sears, c'était vraiment le magasin fleuron d'un centre commercial. Donc, tu sais, c'est vraiment ce qui va attirer du monde à aller regarder le reste de la galerie. Vous passez chez Sears, chez la Baie du Son, qui est un peu notre équivalent des galeries Lafayette. Mm-hmm. Vous devez aller... Ça doit être un incitatif, entre guillemets. Quand par exemple, je sais que moi qui suis originaire de Nantes, là, tu vois, quand on va par exemple au centre commercial de Nantes, c'est parce qu'il y a le Ikea
Et il y a il y a l'Apple Store, etc. Tu vois. Bon, même si c'est récent, hein, je dois t'avouer, l'Apple Store, c'est vraiment des magasins fleurons qui vont faire rentrer du monde et puis après tu te dis ah oui, j'irais bien chez Zara, chez H&M, Absolument. etc. C'est des magasins qui vont faire attirer les gens et malheureusement quand ce magasin-là disparaît ou s'adapte mal, bah, malheureusement le centre commercial il a l'air beaucoup plus vide d'un coup. Là. Exactement. Puis c'est souvent, tu l'as dit, c'était le magasin clé et c'était aussi en contrepartie celui qui avait souvent le commerce ou le point de service avec la plus grande superficie et donc Voilà. avec le plus grand coût de location, avec le plus grand coût d'achat dans tous les centres commerciaux. Tu vois, tu parlais d'un exemple de ta ville natale. Moi, ma ville natale a eu consécutivement après la fermeture de Sears, c'est Target Canada qui s'est installé dans le commerce et Target Canada a également subi la même situation. Donc, à chaque fois, le centre commercial local se ramassait dans le même trouble avec justement son espèce de flagship store qui disparaissait à cause de son modèle qui n'était pas viable. Puis le modèle, je pense que l'autre, c'est sûr que souvent ces magasins-là, faut avouer comment dire que Sears a mal géré effectivement la fin des années 90, ont très peu modernisé leurs magasins, se sont mal adaptés aussi aux nouvelles tendances de consommation. J'ai toujours, quand on va par exemple chez Winners, là, qui est encore un magasin qui existe encore, là, qui est un peu notre... c'est un peu comme... en France, comment on pourrait l'appeler là? C'est un peu comme la halle aux chaussures, c'est vraiment déprimant comme magasin, là, mais en l'équivalent vêtements. Là. C'est vraiment déprimant comme ambiance en tant que client. Donc, est-ce que tu as réellement envie de dépenser beaucoup d'argent? Peut-être si c'est pas cher, oui, parce que c'est le segment de marché que visait Sears, c'était vraiment une clientèle pauvre, là, entre guillemets, là, ou ménagère de 40 ans, là, c'est vraiment ça. Et je pense que ce segment-là a vraiment décliné au début des années 90, début 2000, quand les H&M, les Zara sont commencés à se développer, d'une moindre mesure Uniqlo plus tard, etc. Aussi les vêtements de sport, genre Nike, Adidas, etc. Où les gens devenaient beaucoup plus, entre guillemets, adaptés effectivement à du casual wear, on va l'appeler comme ça, beaucoup plus chic que du Winners ou en l'occurrence du Sears. Exactement. Donc, je vais vous faire un petit topo rapide, là, mais c'est ça. Donc, Sears, ça a été, je crois, à peu près 64 ans d'existence au Canada. Là. Ils ont fait faillite officiellement en 2018. Là, et je crois qu'il y a eu plus de entre 12 et 14 000 emplois perdus. Bien évidemment, avec une centaine de locations ou de bails commerciaux ou de propriétés qui étaient détenues, qui ont été liquidées effectivement au fur et à mesure. Et Target, pour vous donner une idée, c'était un peu similaire. Là, c'est arrivé au début des années 2010, je crois. Et ça a duré 2 ans. Donc, ils ont fait des investissements massifs pour s'implanter. Et au total, ça a été 2,5 milliards de pertes sur 2 ans qu'ils ont fait avec leur tentative de s'implanter là, d'un seul coup. Je crois qu'ils ouvraient là, une centaine, je crois que c'est 133 magasins qui ont ouvert presque d'un coup au Canada et qui 2 ans plus tard fermaient avec des pertes en milliards de dollars. Donc ça vous montre un peu la structure. C'est pas tant le fait que le marché canadien est différent du marché français ou en Europe ou même du marché nord-américain. Là. C'est pas du tout ça. Là. C'est la même logique de compétition, mais c'était en fait vraiment des compagnies qui, comme tu l'as dit, là, on parle souvent de Sears présentement dans l'épisode, là, mais je ne connais personne qui a déjà fait une transaction en ligne pour acheter quelque chose chez Sears. Donc c'est exactement le genre de commerce, comme on a dit, pourquoi est-ce que ça cause problème, pourquoi est-ce qu'il y a des compagnies qui sont aussi larges, qui sont des compagnies, des fleurons, qui sont vraiment stables et qui sont énormes en termes de points de service, en termes d'emploi, qui ferment du jour au lendemain un déclin là, comme s'ils frappaient un mur. C'est, comme tu l'as dit, le fait qu'ils n'ont pas fait la transition qui devait arriver avec toute la flambée des années 2000 avec les technos, ceux qui n'ont pas embarqué dans le bateau, ceux qui n'ont pas fait le modèle à la Walmart, par exemple, qu'on a nommé également, malheureusement, ça allait pas durer. C'est des personnes ou des gestions qui pensaient que ça allait s'atténuer, que ça allait toujours rester présent. C'est le cas. Mais effectivement, on n'a pas le choix d'avoir une capacité de faire les deux pour aller chercher. Un consommateur moyen maintenant ne va pas être un consommateur qui va dire je vais soit juste en ligne ou soit juste en magasin. Ça va être un consommateur qui va faire des deux. On est des bons exemples. Je veux dire, on va aimer un week-end aller faire un tour dans un commerce, mais je veux dire, quand c'est le temps de faire des achats en ligne le mardi soir, pourquoi pas le faire en ligne? Donc c'est ce qui est intéressant, il y a une évolution massive. Ces grandes corporations-là ne sont pas à l'abri de rien. Encore une fois, ça va être quoi dans 10 ans, dans 15 ans? Ça risque d'avoir encore énormément évolué. La pandémie va l'avoir accéléré. Puis comme on l'a dit, nous, on aimait l'aspect finance de marché du sujet à la fois pour parler de dire des grandes capitalisations boursières. Ça peut être des compagnies listées peuvent fermer dans le commerce du détail. Il y a beaucoup de fluctuations qui peuvent arriver. Et aussi, comme on avait parlé, là, le lien avec les REITs et l'aspect immobilier qui est un beau défaut présentement ou un beau problème, le fait d'essayer de continuer à avoir des beaux locatifs dans des commerces de détail.
Ouais, après, c'est sûr que bon, je trouve que pour la conclusion, peut-être t'es sur les deux, là, sur Sears et sur Target, c'est vrai que la chute n'est pas la même. Sears, je vois vraiment comme le déclin. Puis c'est une compagnie qui a été très abîmée, effectivement, là, par ces transactions financières répétées et soudaines. Là, Sears a été aussi victime aussi par sa stabilité aussi. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes précédents, là, mais de leverage buyout, donc d'achat à effet de levier, qui ont pas mal rajouté de la dette énormément en fait sur la compagnie, dette qu'elle n'a pas été capable aussi de supporter au vu évidemment du déclin des ventes en fait. Faut avouer qu'aussi Sears, tu l'as pas précisé, mais en 2004 en fait a fusionné en fait, pareil avec un achat à effet de levier avec une autre compagnie qui est très similaire, qui s'appelle Kmart aux États-Unis. C'est exactement le même business model que Sears. D'ailleurs, il se faisait c'était vraiment comment dire un problème, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle du cannibalisme en fait, c'est-à-dire ils se mangeaient des parts de marché respectives en gros entre magasins qui font partie de la même société mère. Donc ça devenait aussi un autre problème. Au niveau, c'est sûr, plutôt de Target, c'est vrai que la gestion, entre guillemets, l'arrivée sur le marché canadien était, comment dire, beaucoup plus complexe. On est arrivé avec beaucoup d'argent. Et puis c'est une compagnie qui est arrivée, si tu veux, avec beaucoup d'espoir de prendre le marché canadien, entre guillemets, comme fleuron, en fait, comment dire, comme nouveau fer de lance de la marque. Ça n'a pas marché, en fait. C'est qu'ils sont arrivés, malheureusement, avec une logistique qui était mal placée, peut-être trop d'ambition, trop rapide. Et malheureusement, des fois, quand on est trop gourmand, bah, ça finit pas très bien. Effectivement, puis avec un peu la mentalité que le marché canadien allait être fort similaire au marché américain, il réussissait très bien dans le marché américain et c'était un peu une prise pour acquis que ça allait fonctionner aussi bien dans un marché qui a beaucoup moins de population pour un territoire qui est plus grand. Donc c'est sûr que ça a causé des problèmes, puis tu l'as dit. Le problème de Target a été le fait que c'était une ouverture en grande pompe. Là, tout le monde, Target arrive au Canada, les attentes étaient énormes, puis les étagères et les étalages étaient vides. Peu importe, lorsqu'on y allait, je me souviens pas d'avoir été dans un Target où il y avait littéralement des étalages remplis. Même à l'ouverture, je crois qu'il y avait des trucs qui manquaient et puis ils ont toujours eu de la misère à pouvoir fournir leur commerce. Puis comme tu l'as dit, ça a été une décision. Plusieurs personnes ont dit que la fin de Target était entièrement due au fait que c'était pas tant des problèmes liés au marché, c'était vraiment eux qui sont arrivés avec un plan qui était complètement ridicule et qui sont allés de l'avant parce qu'ils avaient les moyens de le faire. Et je veux dire, ils ont rayé 2,5 millions de pertes et ils étaient très à l'aise à aller poursuivre leurs opérations aux États-Unis qui étaient déjà très lucratives et qui fonctionnaient très bien. Après, la conclusion, effectivement, c'est que quand même, Sears Target, pardon, a survécu aux États-Unis. Et même, c'était un business qui continue à rouler très bien, qui, pour le coup, a vraiment un site qui fonctionne très bien, qui ont une logistique implacable, puis qui, je pense, quand même, se sont basés, entre guillemets, sur une culture pour les... une culture entre guillemets d'entreprise qui fait que on essaye de se rapprocher de Walmart, mais on essaye aussi d'offrir un petit plus. On essaye d'avoir des produits très légèrement plus premium. Là, bon, même si c'est le premium du cheap, là, on va dire ça comme ça. Ils ont fait beaucoup d'alliances au niveau par exemple des pharmacies. Ils ont un réseau entre guillemets de pharmacies dans leurs magasins qui est extrêmement populaire, qui est en partenariat avec CVS, qui est une grande chaîne de pharmacie aux États-Unis. Là. Donc, ils ont une stratégie qui est quand même assez intéressante sur le côté, du côté de la frontière sud ici, là, donc au niveau des États-Unis. Sears, en revanche, c'est sûr que bon, malheureusement, elle a continué son déclin après, encore une fois, à cause de cette instabilité financière, puis je dirais du manque de vision, de stratégie de long terme. Je peux te raconter une anecdote, là, c'est que j'ai un de mes bons amis, tu sauras qui c'est, là, tu le reconnaîtras, qui était un ancien de chez Sears quand c'était son emploi étudiant. Et il m'a toujours raconté que c'était une catastrophe. Là, le site n'était pas fonctionnel, il fonctionnait, il n'était pas compatible avec Google Chrome, pour te dire, le site internet. Tu avais l'impression d'être dans les années 90. Là. Et malheureusement, il y a beaucoup de compagnies encore qui ont... malheureusement, tu as une chaîne logistique ou, par exemple, c'est vrai, même une innovation qui est vraiment en retard par rapport à ce qui est attendu par le consommateur moyen. Je suis loin d'être quelqu'un qui va aller faire tous ses achats en ligne. Le meilleur exemple, moi, que j'ai, c'est le supermarché.
j'ai beaucoup de mal et je trouve ça très cher. Là, par exemple, les Good Food de ce monde, là, les livraisons là, de repas déjà préfaits, là, les cookies, là, je me souviens plus, il y en a tellement là maintenant. Je trouve que ça n'incite pas aussi à la consommation locale, puis ça, même tu vois, je me répète, mais écologiquement, je trouve que c'est un peu désastreux là, d'avoir une chaîne de transport, etc., de dépenser du carton juste pour de la nourriture que tu aurais pu juste te lever puis faire tes courses toi-même. Euh, je trouve que c'est un effort écologiquement, c'est un peu mieux. Et, euh, et je pense que encore le marché n'est pas encore prêt pour ce genre de choses. En revanche, il y a des choses que moi, qui sont très spécifiques, que je pourrais acheter et que ça me prendrait peut-être plusieurs magasins pour pouvoir trouver cet article-là, alors que sur Amazon, ça m'a pris 30 secondes d'aller le rechercher. Voilà, c'est quoi mon opinion plus personnelle là-dessus. Là. Exactement. Donc, on vous invite effectivement là, à suivre l'évolution du commerce du détail, encore une fois, là, et ça, c'est un sujet qu'on pourra peut-être aborder davantage. C'est un bon point avec Amazon, mais la structure, pour faire un petit comparable final, mais Walmart était très bon en présentiel, ils ont amélioré leur site en ligne qui est rendu très fonctionnel. Amazon était dominant sur le commerce en ligne, ils font maintenant les fameux commerces autonomes où on peut aller là, avec certaines boutiques, c'est surtout des épiceries, si je ne me trompe pas, qui font... Oui, les Amazon Go, là. Exactement, donc très intéressant de suivre. Donc, c'est un peu l'inverse, mais deux compagnies qui vont se faire compétition pour toujours, mais toujours intéressant de suivre. Passons maintenant, si tu me permets, Gab, à notre deuxième segment Dans vos poches. C'est parti. Parfait. Donc, le sujet de cette semaine au niveau de Dans vos poches, encore une fois, là, très axé sur un peu vous faire des recommandations, de vous donner une nouvelle vision, si on peut dire, là, sur l'aspect bancaire. On va vous parler des banques en ligne, en fait, là, qui sont arrivées, là, comme on l'a dit, avec l'avènement des technologies. On en parlait dans le premier segment, mais toute la capacité technologique améliorée a permis d'avoir des banques qui n'avaient plus pignon sur rue, ce qui était à l'époque là, le fameux, l'image américaine là, d'avoir une succursale bancaire ou d'une entité bancaire physique était très appropriée. Mais maintenant, ça se développe beaucoup. Vous allez avoir des noms qui vous viennent dans votre pays, bien évidemment. Le but, c'est de vous parler un petit peu des avantages et des inconvénients là, de ce type de service-là, encore une fois, sous toute réserve, là, juste pour vous ouvrir la vision vers cette option-là là, qui, encore une fois, est un peu nouvelle et peut-être, de mon avis, là, je donne déjà mon opinion, là, mais peut-être encore à améliorer sous certains points. Là, mais je sais pas si tu veux, Gab, amorcer avec un peu là, ta vision des banques en ligne là, au niveau de ce que tu trouves avantageux et de ce que tu trouves désavantageux. Je crois d'ailleurs que tu as déjà fait affaire avec ce genre d'entité-là dans le passé là, pour certaines choses que tu faisais au niveau de ta finance personnelle. Oui, effectivement. Mon opinion, je dois t'avouer, sur les banques en ligne est assez hybride, honnêtement. Le but d'aujourd'hui, ça va être c'est ça, de vous parler peut-être des banques en ligne, comment dire, qui existent depuis quelques années maintenant, plusieurs dizaines d'années maintenant, puisque c'est un business model qui quand même a commencé à exploser au début des années 2000, puis aujourd'hui qui est quand même encore très ancré. Je veux dire, il y a des gens que je connais qui ne font affaire qu'avec des banques en ligne, principalement pour plusieurs raisons dont on va élaborer dans quelques minutes. Et comment dire, les néobanques. On entend parler de plus en plus, effectivement, surtout en Europe, de jeunes banques qui sont accessibles tout par téléphone, où tu peux ouvrir même ton compte avec un smartphone, tu prends tes pièces d'identité, etc. Je parle particulièrement de Revolut et de N26. J'aurais aimé que notre ami Jean-Baptiste, qui est lui-même un client de ces néobanques et qui apprécie énormément ces services-là, puisse nous en parler aujourd'hui. Pandémie oblige, malheureusement, on pourra pas le faire, mais c'est pas très grave. Donc, l'idée, c'est sûr que dans l'idée de la banque en ligne, et puis je vais te poser une question rhétorique pour toi, JP. Là. Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que les gens sont attirés par les banques en ligne, principalement? Ben, les banques en ligne, ça tu l'as dit, là, c'est le fait d'avoir la capacité d'accéder à l'ensemble des services financiers qu'on a besoin, les services courants au bout de nos doigts, par notre téléphone ou par nos laptops, en tout temps. Et encore une fois, d'avoir un éventail très large de services en ligne qui n'est pas parfois offert par des banques physiques, encore une fois, parce que vu que c'est en ligne, vous pouvez faire 100% de tout ce qui est transactionnel, de tout ce qui est investissement, de tout ce qui est financement d'une certaine manière. Vous pouvez soumettre vos demandes ou faire justement les démarches d'ouverture directement en ligne. Donc je crois que c'est la simplicité et la facilité d'accès au niveau des services bancaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qu'on peut faire dans une banque régulière. Exact, mais pour l'éventail complet, ce qui n'est pas le cas pour l'ensemble des banques régulières. C'est un bon point, effectivement. Je te rajouterais souvent ce qui a été un vecteur, entre guillemets, de croissance important, effectivement, par les banques en ligne, c'est surtout les frais bancaires aussi.
Je dois vous avouer, la problématique des frais, comment dire, est assez marquée là, dans certains pays. Là. Je sais que ici, par exemple, c'est assez onéreux, honnêtement, les frais bancaires. Là. Euh, Ça peut coûter, en moyenne, je pense que le Canadien moyen, par exemple, paye environ 150 dollars de frais bancaires, tout produit confondu, là, sans compter évidemment les frais de gestion de placement, là, parce que c'est à part, mais vraiment les frais d'un tenue de compte, etc., d'environ 150 dollars du coup par année. Donc c'est quand même beaucoup, là, je veux dire, pour des transactions qui, aujourd'hui, la plupart sont effectuées effectivement électroniquement, donc, ou à part des retraits par exemple, quand vous allez à l'automate. Mais ça a été vraiment un des vecteurs entre guillemets, de croissance importante. Alors je pense que dans les années 90, une des premières banques qui s'était lancée vraiment vers le 100% virtuel, c'est-à-dire ouverture de compte à distance, pas de rencontre physique pour ouvrir le compte, ce qui est plus pratique pour le coup, parce que vous n'avez pas besoin de perdre du temps à prendre rendez-vous, il faut être honnête. C'est ING, la banque ING, donc la banque hollandaise, comment dire, qui s'était lancée début des années 80, milieu des années 90, pardon, avec son offre ING Direct, là, qui est encore aujourd'hui présente, par exemple, en Europe, et au Canada, qui est arrivée au début, à la mi des années 2000, là, donc avec la banque Tangerine, là, si tu te souviens, JP. Et c'est vrai que c'est ça. Je dirais que c'est un des premiers avantages. Les frais, la facilité d'ouvrir le compte, effectivement. Les produits aussi financiers d'appel, là, je ne sais pas, souvent, je pense qu'on a été plusieurs à faire ça, justement, d'ouvrir des comptes bancaires pour avoir des petits bonus à l'ouverture. Là. Souvent, ils font des petites promotions, etc., pour vous attirer effectivement vers la banque en ligne, qui sont assez intéressants. Genre, vous déposez votre paye chez nous, on vous donne, je sais pas, 100 balles, etc. Et ça, c'est vrai que ça a été un vecteur de croissance importante là, pour leurs affaires, en tout cas. Effectivement, mais comme tu l'as dit, on est toujours un peu l'avocat du diable. On a chacun des positions qui sont pas tout le temps les mêmes. Là-dessus, c'est vrai qu'en termes de promotion, c'est intéressant. En termes d'accès, c'est intéressant. En termes de rapidité et de l'offre de service qui est un petit peu diversifiée par rapport à ce qu'on connaît et qui venait un petit peu changer ce qu'on connaissait dans le secteur financier à la base, comme tu as dit. C'est sûr qu'il y a quand même certains inconvénients. Puis moi, j'amène un peu l'aspect psychologique de la finance personnelle là-dedans et c'est souvent ce qu'on va parler. Là. Le gros défaut, le gros inconvénient des banques en ligne reste le problème de service. Autant on aime le service simplifié et en ligne, autant on va aussi être les premiers lorsqu'on a un pépin ou un enjeu avec certaines formes de solutions bancaires. Et ça, toute banque confondue, ça peut arriver que ce soit en ligne ou physique. Parfois, il y a ce côté-là de dire si je me ramasse à devoir faire un support en ligne que c'est un robot ou devoir appeler puis que ça me prend 7 heures parce que c'est 7 heures j'exagère mais qui est la seule méthode de pouvoir contacter parce que ma banque n'a pas pignon sur rue, je peux juste faire envoyer des emails, aller par le chat ou bien appeler. C'est sûr que là c'est un peu problématique parce qu'on l'a tous vécu là, mais dans une forme de transaction, si soudainement pour une raison X on n'a pas accès à notre compte courant, nos placements sont pas faits ou je sais pas quoi, en général, on aime ça pouvoir avoir toujours l'option de dire je vais essayer, si j'ai le goût d'être à distance, appeler ou envoyer un courriel ou faire le service de chat. Mais si j'ai trop de délai, je vais prendre ma voiture, je vais prendre mon vélo, je vais aller à pied vers la succursale du coin, puis je vais me faire répondre. Je vais être sur place. Ils vont pas me dire non, 5 heures de queue devant la porte, s'il vous plaît. Non, je vais aller, je vais rentrer. On va pouvoir me répondre rapidement parce que c'est justement la base et l'aspect distinctif des banques en ligne par rapport aux banques courantes, là. Mais c'est ce côté-là. C'est de dire, il y a le côté émotionnel de quand j'ai un problème financier, c'est pas comme quand j'ai un problème de je sais pas quoi qui est un peu moins mineur. On dirait que le côté financier vient toucher une corde de dire on n'aime pas trop ça si pendant 3-4 jours, 2 semaines, on a des problèmes avec nos accès de solutions bancaires. Ça vient nous chercher davantage de dire je veux que ça soit réglé aujourd'hui, je veux pouvoir faire ma transaction, ça nous impacte tellement et c'est pas pour faire le défaut de dire l'argent fait le monde là, ou quelque chose du genre, là, mais ça reste que lorsqu'on a des problèmes, on veut que ça se règle et les banques en ligne n'ont pas une capacité actuelle, je crois, peut-être ça va se développer, mais de répondre rapidement aux besoins et de régler une solution rapidement et de manière humaine. Le contact humain dans ce genre de situation-là, on dirait, reste plus important lorsqu'on a des problèmes financiers pour le petit côté intrinsèque de dire j'ai de la misère à tolérer ça. Oui, puis c'est vrai que de manière générale aussi, quand tu l'as bien mentionné, JP, c'est sûr que quand tout fonctionne bien, c'est formidable. Quand ça fonctionne moins bien, on a tendance à être très frustré justement. Là. L'autre problème, je te dirais, c'est au niveau du fonctionnement de ces banques-là. C'est vrai que c'est comment dire, mon point sera beaucoup plus justement sur les néobanques là, dont j'ai parlé, là, les fameux N26, etc. Souvent, ce sont des comptes qui sont domiciliés des fois dans un autre pays que le vôtre. Alors, c'est vrai que parfois, les mécanismes de fonctionnement, de protection, par exemple, de réglementation, et même par exemple,
comment on appelle ça, de procédures en fait opérationnelles ou transactionnelles, c'est pas les mêmes. Par exemple, le gel de fonds. Il se peut que vous ne puissiez pas déposer de chèque dans ce genre de truc. Exactement. Vous voyez pas, les feuillets liés au compte dans les périodes fiscales, par exemple. Voilà, les dépôts, effectivement, par exemple, les dépôts, par exemple, d'argent comptant. Malheureusement, dans beaucoup de néobanques, vous ne pouvez pas déposer de comptant. Vous êtes obligé d'avoir un chèque et, dans les meilleurs cas, comment dire, que vous ayez un virement. Donc ça peut être aussi, encore une fois, un autre problème d'accessibilité. Tu l'as bien mentionné, effectivement, d'avoir une interface humaine aussi. Parfois, dans des décisions importantes dans sa vie, je pense particulièrement au placement puis au financement, beaucoup de clients, ils aiment justement avoir quelqu'un, une personne contact, un point de repère quand ils font, parce que c'est souvent des transactions qui sont importantes dans ta vie. Je m'en souviens très bien quand tu as acheté ton appartement il y a quelques mois, là, tu as apprécié justement que ton représentant, il t'accompagne, il te réponde à tes questions si tu en as. Effectivement, hein, parce que comme tu l'as dit aussi, il y a le côté, c'est pas tout le monde qui est initié à la finance, à la finance personnelle. Donc le fait, encore une fois, sans juger, est-ce que les recommandations qui sont faites par des experts en finance personnelle dans des succursales bancaires ou peu importe, sont toujours à 100% parfaites et optimales et toujours fondées sur des connaissances réelles? On va pas tomber là-dedans, mais c'est sûr que parfois, effectivement, d'avoir, même si c'est une phrase de plus de compréhension qui vient acquiescer, si moi, je suis quelqu'un qui connaît très peu la finance, ça peut m'aider à prendre ma décision, alors que si je suis sur une banque en ligne, ben, indirectement, ça vient soulever le point qu'il faut être un petit peu initié à la finance et savoir où est-ce qu'on s'en va pour être dans du self-service au niveau des banques en ligne. Là. Exact, même si, ils essayent de rendre ça le plus simple possible, là, c'est vrai que la plupart des interfaces sont quand même jolies, là, encore une fois, tu vois, on se répète par rapport à notre premier segment au son de la cloche, là, mais l'interface aussi va jouer beaucoup là-dessus. Si c'est clair, etc., s'il y a plein de fonctionnalités qui sont intégrées au site, je suis sûr qu'effectivement, vous pouvez les retrouver, mais parfois, c'est bête, mais trouver parmi toutes les fonctionnalités où trouver votre information, c'est parfois un peu plus compliqué. Là. Donc, des fois, le fait d'avoir un humain, puis un numéro de téléphone à qui s'adresser, où je sais que je vais tomber sur quelqu'un ou la boîte vocale de quelqu'un, il y a un petit côté rassurant. Tu te dis, il y a quelqu'un. Alors que malheureusement, souvent, la plupart des banques en ligne aussi, tu te retrouves face à un call center, face à quelqu'un que tu ne reparleras plus jamais de ta vie. Là. Exactement, et au délai d'attente, bien évidemment. Et au délai d'attente qui, malheureusement, s'empire de plus en plus, surtout en période de pandémie, là où parfois on a des temps d'attente qui sont parfois de plusieurs heures. C'est vrai qu'en temps de pandémie, je crois que les banques en ligne ont eu effectivement, les feux étaient sur eux parce que les délais d'attente étaient absolument finalement, le 7 heures, je crois que je disais en blague, était peut-être plus proche qu'on le pensait dans certaines banques en ligne, je crois. C'est ça, exact. Puis je te dirais, des fois, le processus aussi pour expliquer, etc., ta situation quand tu fais une application, par exemple, pour un prêt, est beaucoup plus personnalisé quand tu expliques ta situation aussi à quelqu'un que tu connais. C'est sûr, quand tu fais affaire à une centrale, entre guillemets, qui va juste te traiter comme un numéro de dossier, en fait, malheureusement, ça ne touche pas cette corde sensible, etc., où ton idée ou ton projet risque d'être beaucoup plus difficile à étayer. Surtout, je te parle par exemple quand tu es en financement locatif, quand tu es quelqu'un qui est assez ambitieux dans un parc immobilier, contrairement aux REITs dont on a parlé la semaine dernière. Ouais. Ça te prend quelqu'un, entre guillemets, qui connaît ce que tu veux faire et qui sait c'est quoi ton business model. Alors que malheureusement, ta banque en ligne, elle va juste calculer, va faire des calculs, elle va utiliser des modèles de big data ou de machine learning pour analyser évidemment ton dossier. Et ça se peut que ce soit, beaucoup plus problématique justement d'avoir une relation de confiance quand malheureusement, ta relation est basée uniquement sur une interface bancaire en ligne. Là. Voilà. Exactement. Donc, comme on le dit toujours, là, c'est vraiment pour aborder quelque chose qui est... Je veux dire, ça risque d'évoluer, là, on le sait. Là, le parallèle est assez net entre la comparaison Walmart et Amazon, là, qu'on parlait au début d'un côté très physique vers du en ligne et d'un côté juste en ligne vers du physique. Je crois que, encore une fois, c'est cette même logique-là pour le domaine des banques en ligne. Ça prend un juste milieu. Et je crois que plusieurs pays ont des institutions financières qui améliorent beaucoup leur interface web tout en gardant un service qui est tout à fait adéquat en présentiel. Donc encore une fois, regardez, lisez là-dessus et prenez vos propres décisions, bien évidemment, en fonction de ce qui vous convient. Encore une fois, toute personne est différente, donc prenez vos propres avis. Donc, c'est ce qui va conclure ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc, merci beaucoup à nouveau là, pour vos écoutes soutenues de semaine en semaine. Là. Donc, on est toujours très content d'ailleurs d'être en ce mi-mars 2021 et encore une fois constant avec un épisode semaine depuis le lancement du podcast qui était à l'été 2020 déjà. Là. Donc, on
on procède bien vers la saison 2, là, qui, comme on l'a dit, devrait prendre fin vers cet été. Là, on maintient notre structure à 26 épisodes par saison, effectivement. Je vais te laisser, Gab, faire ton petit mot de la fin classique pour clôturer l'épisode. N'oubliez pas évidemment de partager notre contenu si ça vous a plu. À vous abonner sur les différentes plateformes. Je pense par exemple donc pour les plateformes audio, n'oubliez pas Spotify, Apple Podcast, Overcast. On est aussi sur Google Podcast et Amazon Podcast. Vous pouvez aussi vous abonner, et ça ce serait très apprécié, sur la chaîne YouTube, et activer les notifications pour avoir des informations effectivement à chaque fois que l'épisode exact. sort. Ça, on dit toujours, c'est un défaut de la majorité des plateformes de podcasts uniques qui ne font pas de système de notification. Donc plusieurs personnes, je crois que c'est ça que vous faites, là, on le voit, là, mais vous allez vers les notifications YouTube pour après ça aller écouter sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est effectivement une des meilleures manières. C'est ce qu'on fait moi également dans des contextes pour d'autres podcasts que j'écoute également, là. Exact. Puis n'oubliez pas pour ce qui est de, si vous avez des questions, vous voulez ajouter un point, etc., ou discuter avec nous, n'hésitez pas, il y a les commentaires YouTube qui sont faits, et puis à mettre un petit pouce bleu. Ça fait très YouTubeur, là, mais c'est toujours très apprécié, puis ça montre, hein, tu vois, par exemple, les podcasts qui ont été les plus populaires parmi tous ceux qu'on a sortis depuis la première saison de l'État financier, c'est ceux où il y a eu les plus de likes. Je pense particulièrement à notre épisode chéri là, sur Enron, là, qui explose entre guillemets sur YouTube. Absolument. Et qui est corrélé évidemment au nombre de pouces là, qui a été mis. Exactement. Donc sur ce, on se dit déjà à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, salut.